L'inconscient collectif. L'inconscient collectif, ce vaste réservoir d'expérience et de sagesse accumulée, est à l'âme ce que l'ADN est au corps, le reflet vivant d'un passé ancestral. Tout comme l'ADN porte en lui les empreintes de notre histoire génétique, l'inconscient collectif de Jung capture l'essence même de la psyché humaine, englobant des expériences, émotions et sagesses accumulées depuis le premier souffle de l'humanité. Plus qu'une simple mémoire, c'est le berceau même de notre essence, une bibliothèque universelle de récits, émotions et leçons que nos ancêtres nous ont légués. La notion d'âme, telle qu'elle est perçue et exprimée à travers les différentes cultures, est un reflet fascinant de la théorie de Jung sur l'inconscient collectif. Curieusement, de nombreux peuples, malgré la vaste distance culturelle, géographique et temporelle qui les sépare, associent étroitement l'âme à la sensation du souffle ou du vent. Au cœur des vastes plaines d'Amérique du Nord, les Sioux perçoivent dans l'âme un souffle intérieur, pierre angulaire de leurs rituels ancestraux. Bien loin, sur les terres arides d'Australie, les Yolngu évoquent le Diliwiri, incarnant l'âme qui danse avec le vent. En Afrique, au sein de la riche culture du Nigeria, les Yoruba parlent l'Emi, une essence profondément liée à la respiration. Et sur les rives de la mer Égée, les Grecs anciens chérissaient leur psyché, associant l'âme au souffle vital. Plus au nord, dans les paysages gelés de Scandinavie, les peuples nordiques font référence à Onde, comme une manifestation du souffle. Et plus loin, à l'est, les traditions millénaires de la Chine voient dans le Qi ce même élan vital, ce souffle énergétique. Toutes ces cultures, malgré les kilomètres et les siècles qui les séparent, résonnent d'une même mélodie, témoignant de notre quête universelle d'identité et de sens. Selon Jung, ce substrat profond de notre esprit ne découle pas tant de nos vécus individuels que d'un héritage commun inscrit en chacun de nous. Mais comment se manifeste cet héritage dans les trames de notre quotidien ? Prenons nos rêves comme illustration. Un individu peut s'imaginer évoluer dans des contrées et des situations qu'il n'a jamais connues. Par exemple, planant majestueusement au-dessus de sommets montagneux, reflet peut-être d'une aspiration universelle à la liberté. Et que dire de nos phobies, ces peurs souvent muettes qui parlent pourtant si fort? Qui parmi nous n'a jamais croisé une âme tremblante face à l'immensité des hauteurs, sans la moindre égratignure causée par elles? Ces craintes pourraient bien être l'écho lointain d'une prudence gravée depuis des âges, nous mettant en garde contre les dangers d'en haut. Poursuivons avec un exemple tout aussi évocateur. Notre sélection de destinations de vacances. Dans notre ère technologique, où les villes scintillent, nombre d'entre nous sont inéluctablement attirés par les trésors de la nature, une plage reculée, une forêt luxuriante ou un sommet paisible. Quelle est la raison de cette quête, presque innée de communion avec la nature? Pourquoi l'envie de passer une nuit sous un ciel étoilé, loin du tumulte urbain, résonne-t-elle si profondément en nous? La clé se trouve dans les murmures lointains de l'inconscient collectif. Ces paysages suscitent en nous le souvenir d'une époque où l'homme était en harmonie totale avec la nature, où chaque élément de celle-ci avait sa propre narration, son essence. Ils évoquent un temps où la vie était entremêlée de mystères et de connexions transcendantes. Notre attraction vers ces endroits transcende la simple nostalgie. Elle est une mélodie intemporelle à laquelle notre être intérieur répond spontanément. N'est-ce pas là une façon de nous ressourcer? L'inconscient collectif, selon Jung, est un trésor inestimable que nous avons tous hérité de nos ancêtres. Tel un fil d'or qui s'étend à travers les âges, il relie le passé, le présent et l'avenir,
laissant une empreinte indélébile sur chaque génération, tout en s'adaptant et évoluant au fil des siècles. Cette résonance silencieuse, mais puissante, guide nos pas et influence nos choix, même si nous n'en avons pas toujours conscience. En plus des souvenirs et des sagesses ancestrales, l'inconscient collectif abrite des énergies puissantes qui façonnent notre essence, des forces qui alimentent nos ambitions et stimulent notre volonté, comme un puits intarissable d'inspiration. Des forces titanesques que Jung a nommées les archétypes. Les archétypes. L'inconscient collectif, selon la vision de Jung, est une accumulation de connaissances et d'expériences partagées par l'humanité à travers les âges. Au cœur de cette structure mentale complexe se trouvent les archétypes, des formes universelles qui influencent notre comportement, nos émotions et nos croyances. Ces modèles, ancrés profondément dans notre psyché, ont été formés par des expériences humaines répétées et partagées au fil des générations. Ils représentent une compréhension commune et fournissent un cadre pour interpréter le monde qui nous entoure. L'archétype du vieux sage est l'une des figures les plus universelles et intemporelles présentes dans l'inconscient collectif. Symbole d'expérience, de connaissances profondes et de sagesse, ce personnage a traversé les âges et les cultures, émergeant comme un phare pour ceux en quête de guidance. L'Antiquité grecque nous offre l'exemple de Mentor, conseiller d'Ulysse, incarnant ce rôle de guide et de sage. Dans les sagas scandinaves, des personnages tels qu'Odin, avec sa vision omnipotente, ou Mimir, gardien de la fontaine de sagesse, illustrent cet archétype avec une grande puissance. Plus proche de notre époque, des figures littéraires comme Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, rappellent cette figure ancestrale, servant d'ancrage et d'inspiration pour de jeunes héros confrontés à des défis monumentaux. Ce qui est particulièrement notable dans cet archétype, c'est la transition inévitable du sage. Il ne reste jamais éternellement à côté de l'apprenti héros. Qu'il se retire, disparaisse ou meure, sa présence finit par s'estomper, laissant le héros face à ses propres défis et décisions. Loin d'être une simple perte, cet éloignement sert souvent de catalyseur pour le héros, l'encourageant à intérioriser les leçons apprises et à puiser en lui-même la force et la sagesse nécessaires. Bien que l'absence physique du sage se fasse sentir, sa sagesse et son influence persistent, guidant le héros dans des moments de doute et d'incertitude. De nos jours, ces archétypes influencent avec la même intensité qu'autrefois, traversant les âges et les cultures, reflétant la sagesse universelle qui guide et inspire. Pensez aux grands philosophes dont les enseignements ont fasciné les civilisations, établissant les fondements éthiques et moraux qui ont guidé des peuples entiers. Les leaders spirituels, avec leur message de paix et de compréhension mutuelle, ont apporté lumière et direction à d'innombrables âmes en quête de sens. Dans le monde artistique, des maestros de la musique, du cinéma ou de la littérature ont redéfini les limites de leur art, servant de référence pour les générations futures. À un niveau plus personnel, l'archétype prend vie dans les grands-parents, qui partagent traditions et histoires, façonnant ainsi le tissu familial. Les éducateurs passionnés éclairent l'esprit des jeunes, les dotant des outils pour affronter le monde. Les écrivains, à travers leurs mots, explorent la condition humaine, offrant des réflexions qui guident et réconfortent. Les maîtres artisans, avec leur savoir-faire précieux, passent le flambeau de la tradition à ceux qui viennent après eux. De figures emblématiques à des personnes plus proches de nous, l'archétype du vieux sage reste une présence constante,
offrant sagesse, guidance et inspiration à chaque tournant. L'ombre, que nous avons déjà abordée dans l'épisode précédent, est aussi un de ces archétypes majeurs. C'est un réservoir des aspects cachés, refoulés ou peu familiers de notre personnalité. Cette ombre, bien que souvent perçue négativement, n'est pas nécessairement malveillante. Elle englobe simplement les parties de nous-mêmes que nous ne voulons ou pouvons reconnaître. On pourrait également prendre l'archétype du héros, qui est une des incarnations les plus vibrantes et omniprésentes dans l'inconscient collectif. Emblème de courage, de détermination et de quête d'identité, cette figure traverse les cultures et les âges, émanant comme un modèle pour ceux désireux de surmonter des défis et de réaliser un destin supérieur. L'Antiquité grecque offre des exemples poignants avec des héros tels qu'Hercule et ses 12 travaux, ou encore Achille avec sa bravoure incomparable sur le champ de bataille de Troie. Les sagas scandinaves regorgent d'histoires de héros tels que Beowulf, le grand guerrier qui affronte le monstre Grendel. Et dans des temps plus modernes, les personnages comme Harry Potter, le jeune sorcier qui s'élève contre les ténèbres extérieures et son ombre intérieure, illustrent ce besoin perpétuel d'héroïsme et de dépassement de soi. L'aspect le plus captivant de cet archétype réside dans la transformation inévitable du héros. Il commence souvent comme une figure inexpérimentée, confrontée à un appel à l'aventure ou à un défi personnel. Au fil de son périple, il fait face à des épreuves, des adversaires et des découvertes intérieures qui le mènent à une métamorphose. Cette transformation, souvent le cœur de son voyage, lui permet de réaliser son potentiel et d'atteindre finalement une forme de réalisation ou de rédemption. Dans le monde contemporain, l'archétype du héros se manifeste de multiples façons, avec la même intensité qu'autrefois, reflétant les péripéties, le courage et la transformation intérieure. Considérez les explorateurs audacieux qui ont bravé les éléments, naviguant sur des mers inconnues ou traversant des terres hostiles pour cartographier notre monde. Les astronautes, par exemple, repoussant les frontières de l'humanité en faisant face aux dangers de l'espace. Mais cet esprit héroïque ne se limite pas aux exploits d'envergure. Il se manifeste également dans la vie de tous les jours. Pensez à ces hommes et ces femmes qui surmontent des défis personnels, comme des handicaps physiques, des adversités émotionnelles, ou ceux qui relèvent des défis constants dans leur vie, démontrant une résilience inébranlable. Ou à ceux qui, face à des situations d'urgence ou de danger imminent, risquent leur propre sécurité pour sauver des vies, qu'ils soient sauveteurs professionnels ou citoyens ordinaires, intervenant dans un acte de bravoure. L'archétype du héros nous rappelle que le courage, la détermination et le sacrifice peuvent se manifester à tous les niveaux et que chaque individu, quelle que soit son histoire, porte en lui le potentiel de l'héroïsme. Il serait réducteur et erroné de considérer les archétypes uniquement comme de simples légendes ou contes. Ils ne sont pas de simples motifs récurrents dans les histoires, mais des forces qui façonnent l'histoire humaine elle-même. L'archétype du héros est une représentation universelle de l'individu qui se bat contre ses adversités, cherchant à réaliser un idéal plus grand ou à accomplir un destin. Mais chaque incarnation spécifique de cet archétype est unique. Alexandre le Grand, par exemple, peut être vu comme une manifestation de cet archétype héroïque. Sous la tutelle de son mentor Aristote, lui-même une incarnation de l'archétype du vieux sage, Alexandre le Grand est allé au-delà des simples conquêtes pour réaliser une vision d'un empire unifié. Mais tous les héros ne sont pas des guerriers. Prenons Siddhartha Gautama, qui est devenu le Bouddha. Plutôt que de combattre des armées, il a combattu l'ignorance, cherchant la sagesse et l'illumination.
Son voyage a été guidé non par une figure sage extérieure, mais par une introspection profonde, ce qui peut être vu comme une rencontre avec un vieux sage antérieur. Napoléon Bonaparte est une autre incarnation du héros, avec ses aspirations monumentales et sa volonté de changer le destin de l'Europe. À ses côtés, des stratèges et conseillers, jouant le rôle du vieux sage, lui offraient des perspectives éclairées pour guider ses campagnes. Toutefois, avec le héros et le sage vient aussi l'archétype de l'ombre, cette force intérieure qui s'oppose à la quête du héros. Pour Alexandre le Grand, cela pourrait être vu dans sa soif inassouvie de conquête. Pour Bouddha, ce fut la tentation sous l'arbre Bodhi. Et pour Bonaparte, dans cette bataille tragique perdue face à ses idéaux de liberté lorsqu'il a choisi, de sa propre main, de couronner son front de l'insigne impérial. La Révolution française elle-même peut être vue comme une danse entre ces archétypes. Les figures révolutionnaires, animées par une énergie héroïque pour la justice et l'égalité, étaient souvent guidées par les pensées et les idées de philosophes et penseurs, des incarnations du vieux sage. Cependant, la période dite de la terreur qui s'est ensuivie est un rappel de l'ombre, montrant comment les idéaux peuvent être corrompus. Il convient de souligner que le combat le plus significatif et le plus délicat n'est pas nécessairement contre les adversaires extérieurs ou les défis monumentaux, mais plutôt contre cette ombre qui réside en nous. Cette lutte intérieure contre nos propres démons, nos peurs, nos doutes et nos tentations est l'épreuve la plus redoutée. Car en fin de compte, surmonter l'ombre, reconnaître ses aspects sombres et les intégrer, est essentiel pour que le héros puisse vraiment réaliser sa quête et pour que le vieux sage puisse transmettre sa sagesse avec intégrité. Ce combat intérieur est le véritable cœur du voyage héroïque, car c'est en affrontant et en intégrant notre ombre que nous découvrons notre potentiel le plus authentique et le plus puissant. Ainsi, il est crucial de reconnaître la distinction entre l'archétype et son incarnation spécifique. Ces forces universelles, ancrées dans la psyché humaine, ont été la dynamique derrière tant d'événements majeurs dans l'histoire. Les voir simplement comme des motifs dans les contes serait manquer leur profonde influence sur le cours même de notre civilisation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me le faire savoir en commentaire, c'est toujours encourageant. Au plaisir de vous retrouver pour la suite de cette première série consacrée à Jung.